C'est l'endroit le plus dangereux pour elle, derrière ses fenêtres, ses murs. Dans le foyer supposé être l'endroit le plus sûr, avec la personne supposée lui apporter la plus grande sécurité. Pour la plupart, ce sont des femmes. Toutes les catégories sociales sont concernées et en 2020, 220 000 personnes en ont été victimes et 125 en sont mortes. On en est encore là. Quand on parle de violence conjugale, on tente à penser à la violence physique et au féminicide. Dans la réalité, il n'y a jamais de violence physique sans qu'il y ait auparavant ou parallèlement de la violence psychologique. Ce qui est le plus terrible, c'est que ces violences, elles sont exercées la plupart du temps au sein du domicile, dans le foyer conjugal. Et ce lieu qui devrait être extrêmement protégé, parce que c'est le lieu où la famille se retrouve, c'est doit être un lieu de protection, c'est souvent le lieu où se produisent l'impensable. Il y a 15-20 ans, finalement, on évoquait très peu le sujet. Donc on a un peu l'impression qu'il n'y en avait pas. En fait, il y en avait beaucoup, mais ce n'était pas signalé. Et c'est vrai que quand on regarde les années 2017-2018, on devait être peut-être à 200 féminicides, comme le nom aujourd'hui est donné, par an, ce qui est évidemment totalement scandaleux. La difficulté, c'est que les violences conjugales, c'est multicausal. Hein. Si vous voulez, c'est pas j'ai été frappée et je vais porter plainte, j'ai été frappée et je vais faire une main courante. C'est psychologiquement extrêmement compliqué. La violence n'existe qu'à partir du moment où elle a été nommée comme violence. Parce que si je suis contrainte, soumise, surveillée, malmenée, mais que je considère que c'est normal, parce que c'est mon statut de femme, eh bien, je ne vais pas dire que je suis victime de violence. Et c'est là où c'est important de prendre conscience de est-ce que ce que je vis, ça me convient ou est-ce que ça ne me convient pas. Il faut sortir de l'emprise. Il faut déjà accepter le fait de s'avouer que l'on puisse être battu par son conjoint. Ce qui est déjà une étape énorme, parce qu'il y a cette prise d'acceptation du fait qu'on peut être une victime. Ça va passer, il s'est excusé, non, il ne recommencera pas. S'il me frappe, c'est parce que c'est moi qui suis responsable. Je n'ai peut-être pas été à la hauteur de la situation. Il faut déjà franchir cette étape qui est ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, je ne peux pas supporter cette situation, je dois la refuser et pour ce faire, je dois en parler. Au fond, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi elles ne partent pas, ces femmes, dans des conditions qui sont dramatiques. Et même, pour aller plus loin, plus c'est grave et moins elles ont les moyens de partir. Le mécanisme de l'emprise, il est très stéréotypé. Au départ, il y a une phase de séduction. Les femmes vous disent qu'elles ont rencontré un homme absolument parfait, le prince charmant. C'est comme le miroir aux alouettes, il brille pour attirer l'autre. Et déjà là, c'est trop bien pour être vrai. Et puis, ça va très très vite. Il est là tout le temps. Il va progressivement s'imposer en envahissant l'autre de sa présence jusqu'à ce qu'on ne pense qu'à lui. On n'a plus d'espace pour penser. Et cet envahissement va faire qu'on va perdre progressivement son état critique. C'est très difficile de sortir de l'emprise et en particulier plus on a été victime pendant longtemps et plus c'est difficile de sortir. C'est ce qui avait été appelé l'impuissance apprise, c'est-à-dire que si pendant des années on a essayé de trouver des solutions et qu'il n'y en avait pas, et si la violence est permanente et de façon aléatoire, eh bien, on sait qu'on n'arrivera pas à en sortir. Donc, la seule solution, c'est effectivement de se faire aider. Il
il faut qu'il y ait des accroches de l'extérieur. Les accroches, ça peut être un reportage quelque part. Puis l'entourage peut dire des choses, mais il faut être très prudent. Je crois qu'il faut prendre des comparaisons et dire, au fond, est-ce que ça vous convient, à vous? Et est-ce que si votre sœur ou votre fille ou quelqu'un de proche subissait ça, qu'est-ce que vous lui diriez? Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est critiquer l'autre, critiquer leur partenaire, parce qu'elles vont le défendre. Il faut simplement parler de ce qui est possible, donner des pistes pour en sortir. Mais il ne faut pas leur faire une autre violence en leur imposant quelque chose si elles ne sont pas prêtes. Cette étape-là, elle est extrêmement difficile pour les femmes. Donc, tous les process qui peuvent accompagner les femmes dans cette démarche, cet accompagnement, ce mentoring, cet accès psychologique est extrêmement important. C'est un collectif qui répond. C'est la société qui doit répondre en totalité. Donc c'est effectivement d'abord la victime elle-même. La victime elle-même qui a une démarche à faire, qui est compliquée. Aller porter plainte, c'est compliqué, mais effectivement, c'est quand même le début d'une démarche. Ensuite, c'est les parents, les amis, les voisins qui ont aussi un rôle à jouer. Ce rôle, c'est celui de signaler lorsque la victime ne peut pas, parce que parfois c'est tellement compliqué qu'on n'y va pas, parce qu'il y a des situations familiales évidemment difficiles. Mais donc il y a l'environnement immédiat, familial ou amical, qui doit s'activer et qui doit agir. Quand une femme est victime de violence, quand un homme est victime de violence, son comportement change. Il y a de l'isolement, il y a moins d'envie de parler, moins d'envie de participer, on va moins au contact des autres, on est vraiment atteint dans sa structure profonde, dans son identité. Moi, je milite pour que dans les entreprises, les numéros d'urgence soient affichés, que les guides de comportement soient diffusés, que l'on fasse de la formation sur les gestes inappropriés, parce que la violence sexiste, elle existe aussi en entreprise. Hein. Évidemment, c'est un lieu social. Donc, dans tous les lieux sociaux, cette violence-là peut se manifester. Donc, si vous voulez, il faut que chacune des strates de la société en prenne conscience et envie d'agir. Et c'est la multiplication de tout cela qui fera qu'un jour, peut-être, on diminuera le nombre de féminicides, on diminuera le nombre de violences psychologiques, le nombre de violences sexuelles. Et peut-être qu'on rendra les femmes plus libres aussi. C'est extrêmement important, cette capacité que les femmes doivent trouver à dire non. Non, ça suffit. Je ne peux pas subir ça. Il n'y a rien qui justifie que je sois violentée, il n'y a rien qui justifie que je sois frappée, il n'y a rien qui justifie qu'une violence psychologique à mon égard se mette en place. Rien ne l'autorise. En moyenne, il lui faudra 7 tentatives avant que son départ puisse être effectif. Une fois qu'elle aura réalisé que oui, elle est victime, c'est un long processus qui s'ouvre, à commencer par le dépôt de plainte. Aujourd'hui, les forces de l'ordre qui, encore une fois, sont en première ligne pour accueillir les plaintes et les signalements, bien entendu, travaillent en amont pour se former elles-mêmes, puisque aujourd'hui, chaque policier, chaque gendarme fait l'objet d'un effort de formation. Les associations de victimes interviennent dans les centres de formation, dans les unités de police ou de gendarmerie. Et donc, les relations se font aujourd'hui de manière plus fluide et plus importante qu'il y a quelques années. Je franchis le seuil d'une gendarmerie, je franchis le seuil d'un commissariat de police. Et si même aujourd'hui, 100% des officiers de gendarmerie ou de police sont formés aux violences conjugales, il y a eu par le passé des dysfonctionnements. Le commissariat de Nantes a fait des violences conjugales une priorité. Il a décidé de mettre en place en septembre 2020 la première brigade spécialisée sur cette question, avec des policiers volontaires, un pôle psychosocial et un accueil dédié. Une initiative qui permet de mieux recueillir les plaintes et surtout d'accélérer le temps de l'enquête. Il faut vraiment laisser localement l'intelligence s'exprimer. Les acteurs locaux, généralement, se connaissent. S'ils ne se connaissent pas, il faut les faire se connaître. Et ensuite, quand ils se connaissent, ils mettent en place le dispositif qui leur paraît le plus efficace. Ne leur imposons pas des démarches venues d'en haut, qui seraient totalement hors sol. Encourageons-les à se parler, encourageons-les à partager l'information en temps réel, encourageons-les à prendre des initiatives. Et ensuite, effectivement, je pense que le résultat, ou en tout cas l'efficacité, sera au rendez-vous. Avoir une procédure étayée, avec une plainte construite pour avoir toutes les chances d'être jugé recevable par le parquet.
L'enjeu est de taille, surtout quand on a à l'esprit que 80% des plaintes sont classées sans suite, souvent par manque de preuves. La plupart du temps, effectivement, c'est pour des raisons liées à l'absence d'éléments dans la procédure. Parfois, les personnes qui se présentent ne sont pas non plus très claires. Elles sont aussi, parfois, il faut le dire, relativement ambivalentes et reviennent sur leurs déclarations. Donc on a à prendre en compte cette problématique qui est peut-être plus d'ordre psychologique aussi, de la part des victimes qui ne sont pas, au final, si prêtes que cela à aller au bout de leur démarche, qui vont la réitérer à plusieurs reprises. Il y a de nombreux outils qui existent aujourd'hui. Il y a d'abord le téléphone grave danger, qui est un dispositif qui a fait ses preuves et qui s'est déployé maintenant dans toutes les juridictions. Il y a également le bracelet anti-rapprochement dont la généralisation a eu lieu en début d'année 2021. Alors c'est un dispositif très différent du téléphone grave danger parce que doit être prononcé par une juridiction ou un juge. Et puis, il y a d'autres dispositifs un peu plus innovants. Nous avons, au tribunal judiciaire de Meaux, conclu une convention pour remettre des boutons d'alerte qui s'appellent Mon Shérif, des boutons d'alerte aux victimes qui le souhaitent, qui ne rentreraient pas dans les conditions juridiques d'obtention des téléphones grave danger ou du bracelet anti-rapprochement. Le fait d'avoir conventionné permet en réalité un suivi, un accompagnement de ces personnes par l'association d'aide aux victimes. Alors le téléphone grave danger, le garde des Sceaux a décidé qu'il en distribuerait davantage. Ces téléphones sont distribués en nombre totalement insuffisant aujourd'hui. Vous voyez, alors on a effectivement des mesures, elles existent. Parce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas pris la pleine mesure de ce phénomène et de ce contexte social. Il a pris la pleine mesure. Mais il y a un manque de coordination, il y a un manque d'échange, et puis il y a un manque d'application des dispositifs législatifs mis en place. C'est vraiment un continuum, un collectif qui doit continuer à s'organiser, continuer à se parler. On a vu malheureusement, à la faveur d'événements dramatiques récents, je pense à Bordeaux notamment, que là aussi, les informations ne sont pas forcément toujours fluides comme il le faudrait. On ne partage pas toujours tout. Et donc, il faut continuer à travailler sur cette problématique pour poursuivre cet échange d'informations, ce partage, encore une fois, d'expériences et donc cette efficacité plus importante de la société par rapport à ce fléau des violences conjugales et des violences faites aux femmes. Ce qu'il faut, c'est un suivi personnalisé des personnes, à la fois des auteurs et des victimes. Et nous avons mis en place, depuis assez récemment, des comités de pilotage, qu'on appelle des COPIL vifs, comités de pilotage pour les violences intrafamiliales, qui vont étudier les situations individu par individu que l'on suit. Nous avons commencé déjà à réunir tous les acteurs qui luttent contre les violences conjugales ensemble dans le cadre de ce comité de pilotage avec un suivi très étroit, avec des directives très précises qui sont données aux services de police et de gendarmerie en amont et en aval de ces comités de pilotage, dont d'ailleurs ces services font partie, et qui vont permettre d'assurer une meilleure prise en compte, une meilleure coordination aussi de tous les acteurs entre eux. Des initiatives associatives innovantes se mettent également en place un peu partout en France pour venir en aide aux victimes. À la Seine-sur-Mer, la maison Françoise Giroux s'occupe d'accueillir des victimes de violences conjugales et leurs enfants. Tous les professionnels y sont réunis pour les aider dans leur démarche et surtout les accompagner dans leur reconstruction. On a mis dans le même espace tous les services, que ce soit le traitement psychologique, social, pénal, civil, médical, avec des permanences, ouverture de comptes en banque pour le côté économique, émancipation économique et sociale, donc accès à l'emploi, dans un même espace, pour que ces femmes-là soient prises en charge de manière tout à fait globale et qu'elles n'aient plus à courir dans tous les sens pour trouver des réponses à leur situation d'urgence. Ce sont des femmes qui souvent ne sont pas indépendantes. Donc des fois, on se rend compte que les allocations familiales sont perçues par le mari. Donc il est important qu'elles puissent bénéficier d'aide, puisque c'est l'indépendance financière qui vont permettre à ces femmes de pouvoir partir. On ne veut plus que les femmes hésitent à partir.
Voilà, on veut qu'elles sachent qu'elles seront très rapidement prises en charge dans le cadre des aides. L'ouverture des droits se fait en 48 heures et le versement des fonds en 6 jours. C'est très novateur puisque les délais de traitement au niveau des caisses d'allocation familiale, selon les départements, c'est entre 4 et 6 semaines. Dans le Var, nous, pour les victimes de violences intrafamiliales, c'est entre 2 et 6 jours. Chaque acteur qui intervient dans la maison des victimes, chaque acteur professionnel, est à la fois très spécialisé dans sa discipline et très polyvalent sur les disciplines des autres. On va essayer de faire tomber le seuil émotionnel du psychotraumatisme pour que la personne retrouve une pensée fluide, qu'elle puisse qualifier elle-même les faits, qu'elle puisse le raconter de manière plus sereine. Et ensuite, dans la même journée, quand même, on est dans les 24 heures, on va accompagner au dépôt de plainte. Vous voyez, donc, que l'on soit psychologue ou assistante sociale ou juriste, on va avoir ce même degré de compétence sur de la spécialisation, du repérage du psychotrauma, de l'évaluation de la gravité de la situation, à savoir est-ce qu'il y a eu des menaces de mort, pas de menaces de mort. C'est pas que le juriste qui va le faire, l'assistante sociale et le psychologue va demander la même chose. Tout le monde dans sa famille connaît malheureusement une personne qui a été victime de violence. C'est vraiment universel, ça touche tout le monde. Et donc on a voulu solliciter les privés parce que ça intéresse et ça touche tout le monde. Et sans argent, on ne peut rien faire aujourd'hui. Et puis ces financements privés nous permettent aussi de pouvoir acquérir des outils que nous allons pouvoir donner aux femmes victimes de violences pour les rassurer et les protéger. Les enfants ont été jusqu'à présent les grands oubliés, or ce sont les grands traumatisés de ces violences intrafamiliales et de ces violences conjugales. À savoir que lorsqu'un enfant se construit, il est en train, lui, de construire ses types relationnels aussi. Il est en train de construire sa personnalité. Cet enfant-là, il est donc victime de ces violences. On va travailler sur le psychotrauma, sur l'évaluation du stress post-traumatique. On va travailler avec des médecins, avec le CMP, voilà. Et on va pouvoir, ici, dans le même lieu, prendre en charge sur du long terme, en psychothérapie, en fait, l'enfant. On intervient avec les enfants qui sont victimes des violences conjugales, c'est de la prévention, mais il faudrait faire de la prévention beaucoup plus éducative et sociale chez tous les enfants de cette génération qui arrive, pour qu'on puisse arriver en une génération à déjà transformer ces stéréotypes-là. C'est faisable ? C'est faisable, bien sûr, bien sûr. C'est ce qui fait avancer les mœurs et les lois. Les mentalités changent également sur la prise en charge des auteurs des violences conjugales. À Arras, certains d'entre eux sont placés dans un nouveau type de structure qui a vu le jour en 2008. Grâce à la volonté d'association, du parquet et de l'agglomération, le Home des Rosati reçoit la plupart du temps des primo-délinquants en attente de jugement. Arrivés après décision du parquet, ils y restent parfois plusieurs mois éloignés de la victime, avec un objectif, faire en sorte qu'ils ne récidivent pas grâce à un encadrement strict et un suivi psychosocial. Le point commun de l'ensemble des personnes qui viennent ici, c'est la désorientation. Ils sont en garde à vue, ils vont au parquet, ils sont restés plus ou moins entre 24 et 48 heures et ils arrivent chez nous. Ils ont pas de vêtements, ils sont complètement désorientés. Et là, c'est pas l'auteur qu'on a, c'est l'enfant. Un auteur, au départ, il est dans le déni ou dans la rationalisation et la banalisation des faits. Oui, je l'ai frappée, mais elle m'a embêté, elle m'a agacé, le repas n'était pas prêt. Il y avait un certain nombre de circonstances qui ont fait que, quand il le reconnaît, sinon c'est pas moi, elle a pris une porte, je me suis simplement dégagé le passage, donc j'ai pas voulu la frapper, oui elle est tombée, mais c'est pas de ma responsabilité, etc. Dans un premier temps, pour avoir un auteur qui soit en capacité de réfléchir véritablement dans une perspective de changement à ces actes violents, il faut d'abord qu'il en ait conscience. Et notre travail au préalable, et c'est ce qu'on a appelé la responsabilisation, c'est la prise de conscience de ces actes violents. Qu'on puisse aboutir à la fin du groupe avec un auteur qui puisse dire « je reconnais, je suis auteur de violences conjugales ». On va les laisser, pendant un petit temps, prendre possession de la chambre et s'inscrire dans le groupe. Parce que le travail se travaille aussi avec les pairs, ceux qui sont là, le collectif. Et le fait que, aussi, il y en a qui sont sur la sortie, qui ont déjà fait tout le chemin des groupes de responsabilisation, qui vont passer en jugement, et ceux qui arrivent avec toute l'émotion. Et le groupe de pairs aussi
travaille cette notion de mise en conceptualisation et de conscientisation de cette violence. Ils vont vite comprendre qu'ils sont tous là pour les mêmes raisons. Donc ils peuvent évoquer leurs sentiments, et que, bien sûr, ils ne sont pas jugés, mais que la personne qui est à côté d'elle, elle a vécu aussi, ou elle a les mêmes actes. Et donc entre eux, ils vont pouvoir aussi se renvoyer des choses. C'est ça aussi un peu la technique du groupe, c'est de les amener à se prendre de la distance par rapport aux actes qu'ils ont commis et donc aux scénarios, aux scènes dans lesquelles ils étaient. Et donc pour ça, par exemple, c'est des photos de victimes. Ils ont déjà vu leurs victimes ensanglantées, mais là, le fait de le voir sur une autre, ils ont des pensées en disant mais comment on peut être pour faire des choses pareilles? Et là, il y a un autre auteur qui peut leur envoyer et toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est un peu comme la question de la rencontre. Quelqu'un qui change votre vie, quelqu'un de l'événement, la vie que vous avez eue. Le Homme des Rosati, c'est à la fois une prise en charge, mais aussi un accompagnement et des rencontres qui permettent de conscientiser. Et la vraie question, elle est là, c'est que les Hommes des Rosati, pour les auteurs, c'est comment on peut les amener à trouver des espaces ou des personnes ressources pour qu'ils ne retombent pas dans la récidive. Il faut, et c'est primordial, de prendre en charge les victimes, de les accompagner, d'avoir des dispositifs d'écoute, d'avoir des dispositifs d'accompagnement, d'avoir des dispositifs d'accueil pour ces personnes, pour les victimes, pour leurs enfants, qui sont aussi victimes. C'est indispensable. Maintenant, un auteur, si on ne le prend pas en charge, il va être dans la répression par la justice, ce qui est très bien et ce qui est le préalable nécessaire, mais ensuite, il faut pouvoir aussi l'accompagner vers cette prise de conscience. Donc en prenant en charge les auteurs aussi, on contribue à la protection des victimes par la loi d'éviction du conjoint violent, mais on contribue aussi à la lutte contre la récidive. Donc c'est indispensable aussi, à un moment, de pouvoir les arrêter, de pouvoir leur dire stop et de pouvoir leur faire comprendre ce qui s'est passé. La vraie solution pour limiter la violence conjugale, faire en sorte que ce soit moins dramatique, c'est l'éducation des enfants. Apprendre à repérer très jeune, apprendre à repérer si un comportement ne nous convient pas. Ça peut être fait dans les écoles. Apprendre à repérer à quel moment notre comportement pose problème à l'autre. La prévention, elle se fait dès le plus jeune âge. La prévention, elle se fait dans le cercle familial, elle se fait au sein de l'éducation nationale, elle se fait à faveur d'un parcours citoyen, qu'il s'agisse encore une fois d'un parcours associatif, de différents collectifs, le service national universel. Enfin, il y a un certain nombre de structures qui aujourd'hui permettent justement de faire passer des messages. Donc cette prévention, elle est essentielle. De toute façon, on n'avancera jamais sans les hommes. Et d'ailleurs, chez Femmes Avec, les adhérents, les membres, les participants sont pratiquement à égalité. Il y a autant de femmes que d'hommes. Et c'est ça qui nourrit le débat, si vous voulez. Il faut absolument qu'ensemble, nous construisions des nouvelles relations, qu'ensemble, nous acceptions nos différences, qu'ensemble, nous comprenions que nos différences sont une force, sont une vitalité, sont un potentiel. Il est absolument indispensable que cette nouvelle complémentarité se mette en place. Il faut que la violence soit pas que la violence intrafamiliale. Parce que si on s'arrête à ça, elle va se déplacer ailleurs. C'est que la société en tant que telle prenne la notion de la violence. C'est comme tout, on est dans l'éducation, on est dans le rapport à soi, dans le vivre ensemble, de se connaître, de se respecter. C'est plutôt un projet sociétal, je dirais moi. C'est vraiment la question du vivre ensemble qu'on est en train de parler, de l'évolution de la société.